micro, comme ça vous m'entendrez bien. Je vais mettre cette caméra-là ici, voilà, de façon à m'avoir, à capter un peu si je le monte. Et alors, donc, j'étais en train de vous parler donc de Philippe Boinard. Philippe Boinard qui était qui fait partie de... Du coup, on est une sorte de communauté de créateurs qui, depuis des années, on se croise dans tous les sens. Moi, je l'ai rencontré à la demeure du chaos. Harald, il est à Lyon. Je l'ai rencontré donc pareil dans le cadre de festivals, d'échanges, etc. Linda, alors là j'en parle pas, je l'ai rencontrée lorsqu'elle était punk et qu'elle tenait le studio bar à Lorient. Et c'était le premier bar punk musical de Lorient. Mais après je l'ai recroisée quand elle bossait à France Télévisions. Voilà. On s'est rencontrés ici, il y a quelques années, dans la galerie. Et puis, qui c'est qui est employé à Paul Le Parc? Il y a parmi nous... Olivier. Ah, mais bien sûr, Olivier Aubert. Alors, Olivier Aubert, on échange depuis un sacré moment aussi. Donc, on est une petite communauté quand même, je ne vous dis pas de tous les autres, et tous les milieux artistiques sont comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant avec donc, Philippe Boinard, en tout cas, c'est que c'est un peu un des précurseurs de la bande, j'aurais tendance à dire au niveau technique, puisque ce qu'il fait, c'est qu'il nourrit les datasets. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer, c'est qu'est-ce que c'est les datasets. Alors, les intelligences artificielles, il faut penser que ce sont des réseaux neuromimétiques. Alors, neuromimétiques, ça veut dire qu'ils imitent les neurones. Je vais rentrer dans les détails parce que c'est fascinant, l'histoire aussi des réseaux de neurones et des intelligences artificielles. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 50, les gens, en gros, pensaient que les neurones fonctionnaient d'une certaine façon. Et en gros, ça a été modélisé. Et un neurone, dans l'esprit collectif, c'était oui, non, peut-être. Et un mec qui s'appelle Rosenblatt, qui est intéressant aussi, qui a un book incroyable. J'ai commencé à faire le portrait des inventeurs des IA dans Midjourney. Et alors, il a un look d'enfer, c'est vraiment un petit jeune, il a un look très très infantile, étonnamment. Et alors, Rosenblatt invente le premier neurone informel, qui est qu'on appelle le perceptron. Et qui applique, c'est une formule algorithmique qui résume ce concept-là. Oui, non, peut-être. Sauf qu'à l'époque de Rosenblatt, ça y est, la pause, c'est maintenant, c'est fini. C'est de 37 à 5 maintenant. Bon, alors excusez-moi. Excusez-moi, je reparti. C'est reparti. Et du coup, j'en profite pour faire une dernière manipulation parce que j'ai oublié de la faire. Pour l'instant, c'est pas entièrement, totalement tout automatisé. J'ai oublié de démarrer le deuxième micro parce que ce qui merde à chaque fois qu'on fait des prises de son comme ça, c'est la captation sonore. Donc je la double systématiquement avec un petit micro-cravate qui est là. Voilà. Parce que en fait, j'ai trouvé un super micro qui est vachement bien, qui est ceux-là. Mais ils sont un peu faillibles quand même. Voilà, ils sont d'ailleurs d'autant plus faillibles que je ne l'ai pas allumé. Mais on ne sait pas pourquoi ils sont faillibles ni quand. Si, je sais, là ça va marcher. Je viens de les acheter, hein, donc c'est la première fois que je les utilise. En fait, au vernissage, la réverbération dans la pièce était tellement forte qu'ils ont un détecteur de bruit intégré. Et un compresseur en fait. Ils ont un compresseur intégré qui enlève le bruit, mais du coup, ça marche bien, mais j'ai une voix ultra métallique. Ouais, okay. Tu vois ce que je veux dire? T'as perdu la chair de la voilà, toutes les basses. Qu'est-ce qui va rester de nos chairs? Toutes les basses de ma voix ont disparu. Okay. Tu vois le problème. C'est pour ça que je suis rose. Qu'est-ce que tu me dis? Je vérifie juste que tout va bien. Ouais, tout va bien. Voilà. Alors, je reviens. Excusez-moi pour cette interruption momentanée du parking. Et je vous ai expliqué les réseaux neuromimétiques. Vous m'arrêtez si ça vous gave, hein, parce que là, je rentre un peu dans le détail, mais ça permet de comprendre ce qui se passe. Rosenblatt invente le perceptron. C'est un algorithme qui simule le fonctionnement imaginé des neurones à l'époque. Et le problème, c'est que ce n'est pas applicable parce qu'on n'a pas de machine capable de gérer des algorithmes aussi complexes. Sauf que les technologies évoluent et quelques années plus tard,
on peut commencer à simuler le fonctionnement de ces neurones, à les implémenter dans des ordinateurs, et commence l'histoire de l'intelligence artificielle, et on va empiler, plus les ordinateurs grandissent, deviennent puissants, plus on peut empiler des réseaux neuromimétiques. On va les complexifier, ils sont un peu sommaires les crétins au départ, et on va leur ajouter par exemple des inférences bayésiennes, qui sont des calculs statistiques, et les réseaux neuromimétiques vont commencer à faire des choses de plus en plus complexes. Et alors, ce qui va se produire, c'est que le fonctionnement, je vais vous expliquer comment il fonctionne aussi, parce que c'est génial. J'ai une métaphore pour l'expliquer. Alors imaginez un tuyau dans lequel on a plein de petits poils qui pendent. Puis on fabrique une lettre A parfaite. On la fait passer dans ce tuyau, et en passant dans le tuyau, les poils vont bouger. Ben, le réseau neuromimétique va apprendre ce qu'est une forme A. C'est-à-dire tous les changements d'état de tous les poils dans le trajet génèrent l'identité de la lettre A. Ensuite, on recommence avec une lettre A un peu déformée. Et on la fait passer à nouveau. Et là, le réseau de neurones, et on dit au réseau de neurones, ça, c'est aussi une lettre A. Et on fait ça régulièrement. Régulièrement, le réseau de neurones finit par apprendre une lettre A de quelque forme qu'elle soit, et à la reconnaître. Vous avez compris le principe. Le réseau de neurones, alors, cette mémorisation des différentes positions je dirais, des capteurs dans le réseau de neurones, on appelle ça le poids, les poids, le weight. C'est-à-dire qu'il va y avoir des poids et on peut même les ajuster, ces différents poids. Et vous retrouvez dans la terminologie des intelligences artificielles très souvent la notion de weight, la notion de poids. Et là-dessus, on a déjà des machines extraordinaires qui savent apprendre. On commence à enseigner aux machines à garer des voitures, à manipuler des appareils, etc. Et le mythe de l'intelligence artificielle commence à se propager. Parce qu'on appelle ça des intelligences artificielles, c'est un mot qui n'est pas du tout adapté. Ce sont en fait en gros des formes d'automates sophistiqués. Mais on rentre dans l'histoire de l'intelligence artificielle et déjà les grandes spéculations de l'avènement de l'AGI apparaissent. Alors qu'est-ce que c'est l'avènement de l'AGI? Alors je vous montre aussi cet élément très important dans l'histoire, c'est sur la projection qui est là. Vous voyez, ici. Donc là on est dans mon nouveau muséum, qui est mon système pédagogique. Je suis un des rares enseignants dans le monde qui enseigne dans les grandes écoles dans un univers virtuel, un univers vidéoludique. Là vous avez mon support. Et là, je reviens à un moment très important dans cette histoire-là, qui est l'arche de Noé. Vous voyez, là, c'est l'arche de Noé. En fait, ce que je représente là, c'est l'arche d'Atrahasis. C'est-à-dire, je vous présente un mème, et elle est ronde. Vous voyez, je représentais l'arche ronde. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on remonte dans l'histoire de ce mythe, qui est aussi un mème, on a traduit récemment, il y a 6-7 ans, vous voyez cette tablette-là, je crois que c'est celle-là, la tablette marron qui est là au fond, elle a été traduite par le British Museum il y a 7 ans, et en fait ce sont les plans de l'arche de Noé, et elle est ronde. Elle est décrite non pas sous la forme d'un bateau, mais elle est décrite ronde. Alors qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que ce n'est pas l'arche de Noé. C'est qu'avant l'arche de Noé, donc de la tradition du mythe chrétien, on avait déjà la plus ancienne occurrence de ce même mythe qu'est l'arche de Noé, c'est la mythologie mésopotamienne. Alors, sans doute, il y avait d'autres occurrences avant, sauf que la mythologie mésopotamienne, d'un point de vue scientifique, est extraordinaire parce qu'on a une trace écrite, donc scientifique, qu'à moins de 2500 ans, se racontait cette histoire-là. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les autres, on peut spéculer, mais là, on sait. Moins de 1500 ans, l'épopée de Gilgamesh, en plus c'est génial parce que la majorité des textes qu'on retrouve, c'est des livres de contes, c'est de la comptabilité, c'est des lois, c'est des textes de loi, c'est des lettres, mais certains, je crois que c'est même un grand seigneur de l'époque, grand empire de l'époque, grand empereur, avait fait consigner sur les tablettes les contes qui se racontaient, les contes oraux. C'est pour ça qu'on a des traces de nos plus anciennes mythologies. Et alors, ce qui est très intéressant dans l'épopée de Gilgamesh, c'est qu'on a retrouvé tous les éléments clés de nos mythologies contemporaines et de nous-mêmes contemporains. Là, c'est des dessins d'Alain Brion, qui est un copain graphiste, qui a fait un livre qui s'appelle L'épopée de Gilgamesh, qui a fait une bande dessinée sur l'épopée de Gilgamesh. Et en fait, dans l'épopée de Gilgamesh, alors je ne vais pas vous la faire en entier parce que ça nous prendrait beaucoup trop de temps, mais on retrouve les éléments fondamentaux de l'apocalypse des machines. Mais pas que de l'apocalypse des machines, c'est-à-dire qu'en fait, alors je vous le résume très vite, sur Terre,
bienvenue, hein. Prenez un siège, on a de la chance, il en reste. Sur Terre, dans cette mythologie-là, il n'y avait que des dieux. C'est-à-dire, à moins de 2500 ans, il se racontait l'histoire que sur Terre, avant que les humains ne soient là, il n'y avait que des dieux. Des dieux, alors ça va vous parler, hein, des dieux qui travaillaient et des dieux qui ne travaillaient pas. C'est-à-dire, il y avait des dieux qui travaillaient pour les dieux qui ne travaillaient pas. Et à un moment, les dieux qui travaillaient en ont marre de bosser pour les dieux qui ne foutaient rien, et ça a dégénéré en une énorme baston, qui est l'histoire de l'épopée de Gilgamesh. C'est une baston entre les dieux, et puis ça dure, et puis au bout d'un moment, les dieux se réunissent, et se disent, bon, c'est pas très constructif quand même de se mettre sur la gueule comme ça, on va trouver une solution, on trouve une solution. Et là, la solution, elle est géniale, ils décident d'inventer une créature, à partir de la boue, qui va travailler pour eux, mais surtout, ils vont la rendre mortelle, pour qu'elle n'entre jamais en concurrence avec les dieux. Et cette créature, c'est l'humanité. C'est-à-dire, nous sommes les créatures artificielles, les esclaves qui travaillons pour les dieux. On retrouve dans cette structure-là les structures fondamentales de la robotique, par exemple. C'est-à-dire, les robots sont toujours des créatures, c'est l'équivalent d'esclaves, esclaves mécaniques, hein, qui servent à travailler pour nous. Dans notre imaginaire, je ne vais pas vous faire toute l'histoire des robots, mais on retrouve les mêmes tout le temps. Hein, c'est-à-dire que les robots sont nos esclaves, ils remplacent les esclaves, ils travaillent pour nous, et à un moment, ils se rebellent, ils sont très fâchés, et ça dégénère totalement. Je vous conseille l'un des plus spectaculaires de ces romans, c'est Ignis, qui est très peu connu, qui est très précurseur. Ignis de Didier Chouzy, qui date du XVIIIe siècle, et où c'est le premier roman où on met en scène une rébellion de robots, de machines, mais il ne leur donne pas une forme anthropomorphe, à la différence de Karel Capek. Et alors donc les gens se retrouvent, les machines à coudre se rebellent. Hein, les machines à coudre sortent dans la rue et gardent leur forme de machine à coudre, mais se battent contre les humains. Hein, donc c'est la première histoire, 18e siècle, où il est assez pertinent, puisque les machines ne sont pas humanoïdes, ne sont pas de forme humaine. Mais après on aura évidemment Karel Capek avec les robots, et le robot qui veut dire tâche difficile, etc. Il y a aussi plein d'anecdotes arabiques. Alors je reviens sur l'arche d'Atrahasis, et ici, après l'arche d'Atrahasis, donc qui est l'épopée de Gilgamesh, qui est aussi la quête d'immortalité. C'est très important. Il y a une quête de l'immortalité humaine qui est décrite dans cette épopée. Et là, vous voyez, j'ai repris l'épopée, pas l'épopée, mais le mythe qui arrive juste après, c'est dans le Bhagavad Gita, c'est Vishnu. Et c'est là qu'apparaît, dans le mythe de Vishnu, on a exactement la même histoire. Alors je vous la résume très vite parce qu'elle est aussi très bien. On a un disciple de Vishnu qui voit un petit poisson fuir un danger dans un ruisseau. Il l'attrape dans sa main, et là le poisson se met à grandir. Il le met dans une amphore, le poisson grandit encore. Il le met dans un lac, le poisson grandit encore, et là il le traîne à la mer. Et là le poisson devient Vishnu. Ce poisson, c'était l'avatar de Vishnu sur Terre. Et c'est là qu'apparaît le mot avatar. C'est-à-dire qu'on a à la fois un poisson. Alors la suite, je vous la raconte, vous allez comprendre. Vishnu dit à son disciple, merci de m'avoir sauvé, et il explique à son disciple qu'il est en train de se battre avec un démon sous-marin, et que la bataille qui va s'en suivre va ravager la planète. Il va y avoir un cataclysme, il va y avoir surtout une immense inondation, un déluge, et il va falloir sauver la vie. Et donc il investit son disciple d'aller recueillir des éléments, un élément de chaque espèce, chaque plante, chaque espèce, de construire une arche, qui est donc cette arche ronde éventuellement, parce que là on est passé à une autre civilisation, elle pourrait être la forme d'un bateau, je n'ai pas de représentation de l'arche dans le Bhagavad Gita, et il faut sauver la vie. Et ça continue parce qu'il y a même des textes qui racontent qu'à un moment, la baston est tellement forte, l'arche est prise dans la bagarre, et Vishnu sort de l'eau, tire l'arche, et pour l'éloigner de la zone de combat. Hein, ça y rentre quand même pas mal dans les détails. Et ensuite apparaît le mythe que nous connaissons, qui est le mythe de l'arche de Noé. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est un mème. Alors qu'est-ce que ce sont les mèmes? Alors je vous montre, les mèmes, ce sont des programmations. C'est une idée. Alors même dans le monde contemporain, tout le monde pense que le mot mème, ça fait référence plutôt au virus informationnel, des fake news ou des légendes urbaines. En réalité, c'est un mot qui date de 1979, qui a été écrit par un chercheur anglais qui s'appelle Richard Dawkins, dans un livre qui s'appelle Le gène égoïste. Et en fait, pour Richard Dawkins, les mèmes, les idées et les concepts
sont des entités vivantes qui se servent de nous pour se propager et se reproduire. C'est-à-dire qu'il fait une inversion de pensée, la même inversion de pensée que Teilhard de Chardin, longtemps avant d'ailleurs, qui était un prêtre jésuite, lui Richard Dawkins, c'est un anti-créationniste athée, radical, militant, mais il fait la même inversion de pensée, c'est-à-dire au lieu de dire, de penser, il joue, c'est un jeu de pensée qu'il fait, hein, c'est dans le texte qu'il écrit, il faut le lire, c'est clairement un texte de poésie scientifique. Hein, il n'est clairement pas en train de faire de la science, il est en train de faire une spéculation. Et il fait une inversion de pensée, c'est-à-dire la pensée rationnelle, c'est de se dire, c'est nous qui générons les idées et les concepts, bien évidemment. Et là, il fait le contraire. Il dit les idées et les concepts sont des entités vivantes qui se servent de nous pour se reproduire. Et il appelle ça des mèmes. Et cette intuition-là, évidemment, tous les biologistes de la planète ont hurlé en disant mais non, les idées et les concepts ne se comportent pas du tout de façon biologique. Par contre, les artistes comme moi, on dit waouh, super idée, ça me parle. Pourquoi? Parce que nous, artistes, nous passons notre temps à capter des mèmes, à capter des idées et des concepts. On les formalise sous une forme ou une autre, graphiste, littéraire, etc. Et on a le jackpot total quand notre idée devient un tube, c'est-à-dire devient un mème et commence à se propager horizontalement sur la planète entière. Et nous-mêmes, on le sent quand on travaille, quand on fait des œuvres, il y a des moments, il y a des énergies qui passent à travers nous. Là, on sort du rationnel, mais on s'éclate à faire ça, hein, et surtout dans le spectacle vivant. Les musiciens connaissent bien ce moment où tout d'un coup, on est tous emportés par une espèce de truc qui prend tout le monde, le public et les joueurs. Pour les peintres, c'est un peu plus laborieux, mais ça marche aussi. Et donc, du coup, cette intuition mimétique nous parle énormément. Alors, du coup, je vous montre un mème extrêmement puissant. C'est la suite de l'histoire. Alors, par provocation, je dis souvent, c'est pas les scientifiques, c'est pas les chercheurs de la NASA qui sont en train d'envoyer des fusées dans l'espace. C'est nous, les artistes. C'est nous, les artistes, qui, depuis des millénaires, nous transmettons les mêmes. C'est-à-dire, notre boulot, c'est de transmettre ces virus informationnels à l'humanité, à travers les chamans, les conteurs, les peintres, etc. Et là, vous voyez, j'ai représenté le futur. Ce sont les fameux vaisseaux O'Neill. Alors, les vaisseaux O'Neill, c'est quoi? Alors, je me suis beaucoup amusé ces derniers mois. Les vaisseaux O'Neill, c'est un physicien, un prof de physique aux États-Unis qui, il y a pas mal d'années, a inventé le concept de ces vaisseaux qui tournent sur eux-mêmes pour reproduire la pesanteur. Hein, donc quand vous entendez le mot vaisseau O'Neill, c'est les vaisseaux comme en 2001, c'est les grandes couronnes comme ça qui tournent et qui reproduisent la pesanteur, et c'est les fameuses nefs stellaires, hein, les grands vaisseaux qu'on va lancer dans l'espace, où l'humanité va migrer vers d'autres systèmes solaires, voire peut-être, mais c'est sans doute impossible, d'autres galaxies. Ça s'appelle les vaisseaux O'Neill. Alors, je ne sais pas si vous suivez l'actualité des intelligences artificielles et de nos super milliardaires et héros contemporains, mais il y a quelques mois, Jeff Bezos a dit « Je vais construire des vaisseaux O'Neill ». Un mois plus tard, Elon Musk a dit « Oui, moi aussi, je vais construire des vaisseaux O'Neill ». Alors, c'est intéressant parce qu'ils en ont le pouvoir. Moi je les aime bien parce qu'ils sont complètement excentriques, ils sont beaucoup moins, je les trouve quand même beaucoup moins néfastes que tous nos ultra-milliardaires cachés qui contrôlent les majeures compagnies et qui font des trucs vraiment très glauques en loose day dont tout le monde se fout. Eux, ils ont un côté un peu expansif que j'aime bien. Mais c'est intéressant qu'ils aient parlé de ça, des fameux vaisseaux O'Neill. Pourquoi? C'est l'enjeu, alors je montre l'enjeu, c'est que c'est un même, c'est l'arche, c'est-à-dire qu'en fait, ce que sont en train de fabriquer les chercheurs de la NASA, de l'ESA, etc., c'est justement, ils sont contaminés, nous sommes contaminés par le même de l'arche d'origine, de l'arche d'Atrahasis. C'est-à-dire qu'il faut sauver la vie, récupérer des éléments essentiels de la vie, les foutre dans un grand vaisseau et les envoyer vers les autres planètes. Ce sont typiquement les gènes, les mêmes gènes, sont des moteurs de prophéties autoréalisatrices. Hein, c'est-à-dire ce sont des prophéties, nous réalisons comment on pourrait appeler ça, des virus informationnels qui nous sont transmis par les artistes. Mais pourquoi nous transmettons ces virus? Comment ça se fait? Parce que nous sommes sensibles à des phénomènes qui viennent des gènes. C'est-à-dire nous transcrivons des processus émanant du vivant en métaphores informationnelles qui parlent aux gens. Et quand on a trouvé un bon truc, ça se répand à fond. Parce que les gens eux-mêmes, de façon subconsciente, sont sensibles
à ces informations-là. Donc là, je viens de l'expliquer, c'est très important, la notion de même. On va revenir à l'intelligence artificielle parce qu'elle fait partie de ça. C'est-à-dire que là, je vous fais, alors j'ai reconstruit, vous avez vu, j'ai reconstruit 2001 le lycée de l'espace. Et là, je vais vous montrer, par exemple, un même caché, très puissant. Vous voyez le vaisseau, pour ceux qui ont vu 2001 le lycée de l'espace, on a le grand vaisseau qui va rejoindre Jupiter, qui s'appelle c'est pas le Voyager, non, c'est pas le Voyager. Le Discovery. Ah bon, un spécialiste de science-fiction. Donc on a le vaisseau Discovery. Et là, je vous dis, depuis longtemps, dans mes conférences, dans le milieu de la science-fiction, j'aime bien faire cette provocation. Je dis, regardez bien, c'est un spermatozoïde. C'est-à-dire, je pense que de façon très très volontaire, Kubrick a représenté, a fait une métaphore de la fécondation de l'univers par l'humanité avec un vaisseau qui va féconder en forme de spermatozoïde. Alors là, évidemment, vous allez dire, mais Yann, tu pars un peu en live. C'est ce qu'il l'a dit. Alors, il ne l'a pas dit. Mais je vous montre la dernière image de 2001, qui est complètement surréaliste. La dernière image de 2001 est totalement psychédélique. C'est un gigantesque bébé qui grandit dans l'univers. Voilà. Donc cette image est absolument irrationnelle. Hein, c'est un film qui est ultra rationnel, ultra rigoureux dans sa représentation, sa narration, tout ça. Et à la fin, on a une espèce d'explosion spermatique complètement extraordinaire qui se termine par un bébé géant qui grandit dans l'univers. Ce qui est en train de nous faire là... Le sujet de 2001, c'est aussi les robots qui sont mal alignés avec les... Absolument. Tu as raison. Tu as complètement raison de le relever, Mathieu, c'est qu'effectivement, il y a déjà un des plus grands robots de notre mythologie qui d'ailleurs a décidé de vivre sa vie en tant que robot, et les humains, ça le gavait total, et qui d'ailleurs, on essaie de les virer, les humains, sur le trajet. Et alors, en fait, ce qui est en train d'illustrer là Stanley Kubrick, c'est un truc qu'on appelle la négantropie. C'est-à-dire qu'en fait, qui a déjà été pensé par Norbert Wiener, inventeur de la cybernétique, et Schrödinger, longtemps avant, je n'ai plus les dates en tête, mais ce mot de négantropie, c'est l'entropie négative. La seule chose qui va à l'encontre de l'entropie universelle, c'est-à-dire l'effondrement, la stabilisation de toute la matière dans l'univers, c'est la matière tend à une stabilisation, la seule chose qui va à cette encontre-là, c'est le vivant, en tout cas le vivant qu'on connaît sur Terre. Le vivant part du microcosme pour aller au macrocosme en se complexifiant. La matière tend à se simplifier, l'univers tend à se simplifier, la vie tend à se complexifier, en bouffant un paquet d'énergie. Ça aussi c'est important, on n'en a pas conscience, mais les micro-organismes bouffent des micro-organismes qui sont juste en dessous d'eux, se nourrissent de photosynthèse, mais aussi des autres organismes. Toute l'échelle du vivant est basée sur une consommation énergétique extrêmement forte pour grandir, s'expanser et conquérir. Alors justement, la dernière frontière qu'a rencontré le vivant, c'est l'espace. C'est-à-dire que le vivant est sur Terre, est parti du microcosme pour aller au macrocosme, mais vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'arbre entre la Terre et la Lune. Pourquoi? Parce que les arbres, la sève, l'eau, n'arrivent pas à monter à cause de la pesanteur, on ne peut pas monter l'eau assez haut pour continuer et sortir de la pesanteur terrestre. Et donc ça pose un problème à la vie. La vie est coincée, elle est arrivée à un truc. Le seul organisme sur la planète qui est capable d'affranchir la vie de la pesanteur terrestre, bah c'est l'humanité. Nous sommes programmés par les mêmes, c'est-à-dire nos moteurs, nous transmettons les mêmes qui viennent de la génétique, qui viennent de l'expansion du vivant. Nous avons transcrit tout ce processus-là de façon intuitive. Et après, on peut regarder les textes des religions, etc. On va retrouver cette métaphore-là présente. Ce sont alors à la fois une programmation et une prophétie autoréalisatrice. Alors maintenant, je reviens sur les IA, parce que vous voyez où je veux en venir. C'est que le moteur, le système qui permet au vivant de poursuivre sa quête négantropique hors de la Terre, c'est l'information. C'est le traitement de l'information. Plus un organisme va traiter de l'information complexe, plus il sera haut dans la hiérarchie du vivant. Ce qui caractérise l'humanité, c'est le traitement de l'information. Ce qui est en train de se passer avec les IA, c'est que les IA sont des amplificateurs de traitement de l'information. C'est-à-dire l'élément central, le moteur de la négantropie, c'est l'information. Et nous sommes en train d'inventer des technologies qui propulsent, qui développent, qui multiplient de façon radicale nos capacités de traitement d'information. Voilà, donc là je suis arrivé au cœur du débat, et c'est le problème qu'on a en ce moment.
C'est-à-dire que, alors le dernier point que je voulais vous dire, qui est important, c'est qu'on a un doublement, c'est-à-dire l'évolution de la complexité informationnelle depuis le vivant. Alors je vais vous montrer, parce qu'il est là. Je vais revenir un peu en arrière dans les différents niveaux. Voilà. En fait, je ne vais pas vous faire tout la truc, mais on s'est rendu compte en fait en termes de némantropie. Là, je suis arrivé à l'apparition de la Voie lactée. Hein, oui, l'apparition de la Voie lactée. Il y a un peu moins de 10 milliards d'années d'ici. 4 milliards, moins 4 milliards d'années, à peu près, 4 milliards d'années, 3,5 milliards d'années, sont apparus les premiers réplicants, ou réplicateurs. Richard Dawkins appelle ça des réplicateurs. Les réplicateurs, ils ont disparu. C'est-à-dire qu'au sein même de, on ne sait pas d'où d'ailleurs, ça peut être de l'océan ou de lacs volcaniques ou ailleurs, on a des objets, des entités nanoscopiques à l'échelle des molécules qui ont commencé à se répliquer en se complexifiant. Alors elles ont disparu. Elles ont disparu et on ne va sans doute jamais retrouver, je ne vois pas comment on pourrait retrouver des fossiles de ces entités microscopiques. Mais ça a donné naissance à des entités plus grosses, dont on a les fossiles. Et surtout, apparition de l'ADN. L'ADN est un système de transmission de l'information. C'est quelque chose qui transmet de l'information. Et l'ADN, ce qu'il faut savoir, c'est que la vie n'existe pas. C'est une façon de le dire, j'ai une façon de le dire provocatrice. La vie n'existe pas, c'est de la matière informelle. Alors évidemment, elle existe, on a les traces de la vie sous une forme matérielle, mais ce qui fait la vie est immatériel. Alors c'est un bouquin que je vous conseille, que génial, parce qu'il y a des intuitions hyénines artistiques que je revendique. Tout ce que je vous raconte, c'est d'intuition artistique, c'est de la poésie artistique. Mais par contre, récemment, des scientifiques de haut niveau en France ont sorti un bouquin qui s'appelle Le fil de la vie, qui explique l'évolution, justement, du vivant à travers cette notion d'information. C'est-à-dire qu'on se pose maintenant la question de l'information d'une façon différente. C'est-à-dire on se dit l'information, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, d'assez performant, et ce n'est pas matériel. Ce qui est matériel, c'est les systèmes de codage et décodage. C'est-à-dire sans système de codage et décodage, soit biologique, soit mécanique, il n'y a pas information. Et considéré en théorie de l'information, est considéré comme information ce qui change le récepteur. C'est-à-dire si on envoie un message et que d'une façon ou d'une autre, le récepteur n'a pas été transformé, il n'y a pas eu d'information. Mais ce qui est important à savoir, c'est que c'est pas l'information, c'est pas le système de codage et décodage. L'information, c'est ce qui est transmis par le système de codage et décodage. Or, ce qui est transmis par le système de codage et décodage dans un temps donné n'existe pas, n'a pas de matérialité. Et ça, c'est un gap radical que le cerveau a du mal à appréhender. Hein, le fait que quelque chose manipule la matière, c'est-à-dire la matière, le monde réel, ce que nous connaissons, est transformé par quelque chose qui n'a pas d'existence physique, qui est immatériel, qui est transmis. Donc la vie n'existe pas, c'est de la matière informelle. Et donc, dans le bain originel, la soupe originelle, les premiers réplicateurs sont apparus, mais en fait, ce sont des systèmes de codage et décodage qui ont commencé à transmettre de l'information d'une génération à l'autre. Chaque support physique, c'est désagrégé, c'est fossilisé, il n'y a plus de vie à l'intérieur, mais la vie existe toujours, non seulement elle existe toujours, mais elle est monstrueuse. Là. Si vous me posez la question de la taille de la vie sur la planète, c'est inimaginable, hein, c'est des grandeurs cosmiques, hein, la complexité du vivant sur cette planète, d'un vivant en permanence éphémère. Hein, c'est un vivant qui vit un certain temps, qui pourrit, qui se désagrège, qui redevient matière, mais la vie elle-même continue à chevaucher ce processus global. Et donc là, on s'est rendu compte que cette progression, en plus, se fait à un rythme particulier. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de doublement de la complexité du vivant depuis 4 milliards d'années. Et donc au tout début, là je l'ai représenté de façon horizontale, au tout début, vous avez l'apparition de l'ADN, on est à l'échelle de la matière, on est à l'échelle des molécules. L'apparition de l'ADN, l'ARN, plutôt de l'ARN d'ailleurs, à l'origine, hein, c'est-à-dire les réplicants, on les a perdus. Ensuite, on a l'ARN et l'ADN. Et puis, on va commencer à voir les premiers micro-organismes. Et vous voyez, le chemin que je vais faire, c'est une échelle, on dit, logarithmique. C'est-à-dire que j'avance de 10 ans, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, 1 million d'années, 10 millions d'années, 1 milliard, etc., etc. Et donc là,
Après les premiers 4 milliards d'années, on va avoir les premiers, alors c'est pas 4 milliards d'années, je ne sais plus combien d'années, mais enfin on a les premiers organismes microcellulaires, les premiers organismes multicellulaires, les premiers organismes qui ont des pattes et qui commencent à se balader sur le sol, je sais pas où je les ai mis. Il y a les plantes aussi qui commencent à apparaître. On continue, toujours dans cette progression logarithmique, on a les animaux gigantesques, on a les fleurs, les fleurs qui apparaissent, qui sont en fait assez récentes. Et puis on va commencer à avoir les premiers simiens apparaître. Voilà, c'est important les simiens parce qu'ils traitent de l'information de façon un peu particulière. Les simiens, on va arriver à l'âge de pierre, c'est-à-dire l'arrivée des outils qui permettent d'amplifier, c'est des outils qui amplifient la possibilité d'agir sur le réel. Et puis on va finir par arriver aux humains, l'homme des Néandertals que j'ai mis là. Et alors là, je viens au moment clé, le moment qui tue, qui est plus proche. Alors toute cette progression a été régulière dans notre histoire, c'est-à-dire on s'aperçoit que le vivant tend vers la complexité de l'action informationnelle. Et là, c'est le moment où l'humain s'entoure d'images. C'est-à-dire, c'est entre moins 30 000 et moins 50 000 ans, l'humanité commence à s'entourer d'informations. On voit apparaître ce que Théard de Chardin appelle la noosphère, une sphère du no. Alors pour lui, c'est plutôt un concept mystique, c'est-à-dire le no, c'est la spiritualité. Mais moi, je le réinvestis, mais c'est inclus dans sa pensée, du cyberespace. C'est le moment où apparaît un cyberespace. Alors pas qu'un cyberespace, puisqu'on a des chamans et tout ça, donc on a à la fois un espace comme le cyberespace, qui est un espace rationnel, informationnel, qu'on peut mesurer, dont on a les traces, plus un espace métaphysique, mystique, qui est plus proche de Théard de Chardin. Et moins 30 000 ans, alors j'ai représenté aussi la femme de Cro-Magnon, parce qu'on parle toujours de l'homme de Cro-Magnon. Après quitter, j'ai fait la femme de Cro-Magnon. Bon, c'est une blague, parce que c'est un squelette masculin. Mais on sait que maintenant, que ce n'était pas que les hommes qui peignaient les fresques. Avec la taille des mains, etc., il y a beaucoup de spéculation. Essayez de trouver une place, si vous voulez, n'hésitez pas. Et j'ai représenté la femme de Cro-Magnon. J'ai aussi représenté ici, j'ai demandé à l'IA de me recalculer en cyberpunk. Alors c'est un des intérêts d'ailleurs des IA, c'est que du coup j'ai plus besoin de payer des droits photos, de m'inquiéter d'avoir des droits photos, des portraits de comment il s'appelle, de Schrödinger et de Wiener et de comment il s'appelle, de Wiener et de Théard de Chardin. Là, vous voyez, ils sont là. En fait, je leur ai dit, fais-moi, interprète-moi à partir de photos, fabrique-moi des Théard de Chardin, Wiener et Schrödinger en version cyberpunk. Donc voici, je les ai mis dans la boîte aussi à l'origine, puisque c'est eux en particulier qui, les premiers, formalisent l'idée de négantropie, d'augmentation de la vitesse de l'information. Alors, vous comprenez où je vais, c'est-à-dire que cette notion d'information est essentielle dans le développement des IA actuellement. Et je vous mets 2 points, on va rentrer un peu dans le détail parce que l'histoire s'accélère. On vit une accélération de l'histoire, c'est ce que je suis en train de vous montrer, c'est qu'on a vécu depuis l'aube. Souvent je parle plaisanterie, quand on me demande mon âge, je dis j'ai 4 milliards d'années. J'ai l'âge de mon ADN. Depuis 4 milliards d'années, le vivant, il y a eu une accélération de la complexité du vivant et du traitement de l'information au niveau du vivant. Et donc, le XXe siècle, c'est une accélération radicale. Et là, vous voyez, j'ai représenté 2 précurseurs, Philippe Cadic et Neil Stephenson. Neil Stephenson invente le mot métavers, c'est lui qui invente le mot métavers, c'est des auteurs de science-fiction. Et Cadic a déjà l'intuition des mêmes, mais il appelle ça des plasmes. C'est-à-dire qu'il fait un roman dans Siva, il décrit un personnage qui est d'ailleurs lui-même, c'est un autoportrait. Et dans Siva, le mec le personnage traduit un papyrus égyptien et il ressuscite un dieu égyptien. Le fait de traduire un papyrus ressuscite une entité informationnelle et il ressuscite le dieu égyptien. Et Neil Stephenson, dans le roman où il invente le mot métaverse, qui est le samouraï virtuel, dont d'ailleurs pour les connaisseurs, j'ai repris le dessin de Philippe Monchou, notre camarade illustrateur de science-fiction. Dans le roman de Neil Stephenson, évidemment, il y a le mot métavers qui apparaît, mais il a un concept qui est très intéressant. Il reprend un mythe mésopotamien qui est le Namshub. Et en gros, le Namshub, c'est pareil, c'est une entité informationnelle qui est dans les textes et qui, si on arrive à le récupérer, à traduire, à l'intégrer, va permettre au héros, alors c'est l'enjeu classique des romans de science-fiction, va permettre au méchant de devenir le maître du monde, parce qu'il a ressuscité
une entité informationnelle datant des Mésopotamiens. Et ce qui rejoint les concepts donc, de Théard de Chardin, et dont là je vous montre Richard Dawkins, ici, que j'ai aussi fait en cyberpunk, et dans son bouquin qui s'appelle Le gène égoïste, où il invente le mot même. Alors, tout ça pour maintenant arriver à ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a, depuis le début de l'histoire de l'humanité et du vivant, un processus de doublement, c'est-à-dire d'accélération. Là-dessus, on a un personnage très controversé qui est rigolo, que je vais vous montrer, qui s'appelle Kurzweil. Alors Kurzweil, c'est, je vais revenir à un endroit que j'appelle la croisée des chemins, qui est là, voilà. Kurzweil, c'est, on dit un peu le pape de la singularité. Et en fait, il fait partie en fait, du courant de pensée transhumaniste et singularitarien, qui déclenche énormément de problèmes en ce moment parce qu'on les accuse de faire un prosélytisme d'eugénisme. En fait, ce qui se passe, c'est que Kurzweil, qui travaille pour Google, a formalisé une idée et il dit si on observe le doublement de l'information depuis l'aube de l'humanité, il se base sur la loi de Moore. Vous connaissez la loi de Moore? Je vous l'explique. Est-ce que vous savez ce qu'est la loi de Moore? C'est très important par rapport aux intelligences, aux machines. Alors, je vous explique quelle est la loi de Moore, je vais vous faire très vite. Moore, c'est le directeur d'Intel. Il y a 60 ans, Moore a prophétisé que tous les X mois, comme ce n'est pas une loi, en fait c'est une intuition, ça varie entre 15 et 17 mois, selon le contexte journalistique. Et tous les 15 ou 17 mois, les machines vont doubler, je vous fais simple, c'est un peu plus compliqué, mais ils vont doubler de capacité de traitement de l'information. Ils prophétisent le fait que les ordinateurs vont doubler de capacité de traitement de l'information. Si les machines, tous les X mois, doublent de capacité de traitement d'information, les humains multiplient leur capacité de traitement de l'information. Or, il s'avère que la loi de Moore s'est avérée vraie. C'est-à-dire depuis 60 ans, les ordinateurs doublent leur capacité de traitement de l'information. Alors, on peut se dire à ce moment-là, waouh, Moore, quel prophète! Sauf que Moore, c'est pas Yami, c'est pas un cyberpunk planos dans son petit pays français, c'est un des directeurs d'Intel. Donc en fait, c'est aussi une prophétie autoréalisatrice. Depuis 60 ans, l'industrie informatique essaye, coûte que coûte, de respecter la loi de Moore. Mais les aléas, on va dire, ou les à côté du processus font que, effectivement, depuis 60 ans, nos machines sont de plus en plus puissantes. Et nous sommes en train de vivre une série de disruptions accélérées. Et donc, ce qui se passe avec les IA, c'est ce qui s'est passé depuis l'aube de l'humanité. Et puis, d'ailleurs, depuis, alors je vais vous le montrer aussi parce que c'est un truc qui m'a éclaté total quand je l'ai découvert. Tout ça, c'est à cause de Robin des Bois. Hein, à faire tous mes trucs là, j'ai fini par découvrir un secret. Alors, je vais vous poser la question. Contre qui se battait Robin des Bois? Est-ce que vous vous rappelez de contre quoi se battait Robin des Bois? Ça, c'est Le shérif. Le shérif. Bravo. Ouais, et alors, c'était quoi l'enjeu? Pourquoi tout ce monde-là se foutait sur la gueule? Hein? Qui a dit ça? Les taxes? Pas mal. T'es le premier à avoir l'indice, le bon indice. Parce qu'en général, quand on repense à Robin des Bois, on pense à Richard Cœur de Lion, à voler les riches pour donner aux pauvres, etc. Ben t'es pas loin, c'est presque ça. Parce que les taxes, c'est plus tard, c'est quelques siècles plus tard, c'est les canuts et les tisserands. Et justement, Robin des Bois, en fait, ce qui se passe, c'est que l'Angleterre, à l'époque, au XIIIe siècle, importe tous ces tissages. Un gros problème d'importation, c'est qu'elle dépense beaucoup d'argent à importer du tissage. Et le roi d'Angleterre, à l'époque, demande au shérif de raser des pans entiers de forêt pour mettre des pâturages pour favoriser l'industrie du tissage. En faisant ça, il fout à la rue les forestiers. C'est-à-dire que c'est une des premières rébellions sociales, prolétaires, je dirais, de notre histoire. On ne peut pas parler de prolétariat à l'époque parce que le capitalisme n'existe pas encore, mais on a une première rébellion populaire pour un problème économique. Les forestiers sont furieux et ils inventent, parce qu'on pense qu'il est fictif, c'est controversé,
ils inventent un personnage qui est Robin Hood, Robin, non pas des bois, mais Robin à la capuche, hein, c'est le hacker, c'était déjà le premier hacker avec sa capuche ou Assassin's Creed. Hein, et donc il est emblématique de cette première rébellion sociale. 3 siècles, 4 siècles, non c'est 5 siècles plus tard, parce que ça va, la succession des disruptions, donc c'est une disruption. Ça c'est une des premières grandes disruptions qu'on peut marquer de notre évolution techno-scientifique, économique. 5 siècles plus tard, les mêmes tisserands qu'on foutu à la rue, les forestiers, sont dans la merde, parce que c'est l'arrivée des machines-outils. C'est-à-dire on a l'émergence des premières machines-outils qui permettent aux manufacturiers de commencer à automatiser un certain nombre de fabrications. Et donc les tisserands se retrouvent à la rue, ils ont le même problème que les canuts, un problème de taxes, ils ne peuvent plus payer les taxes qu'on leur demande, parce qu'ils sont concurrencés par les... Alors là, on rentre dans le capitalisme, hein, c'est le capitalisme naissant, et ils vont se rebeller, et on voit apparaître à ce moment-là un mouvement qu'on appelle le mouvement luddite. C'est-à-dire qu'ils inventent un personnage qui s'appelle Ned Ludd, et ils écrivent des lettres au propriétaire de manufacture en disant le roi Ludd va venir te casser la gueule, va détruire ton usine, etc. Et ils sont pas, c'est pas très grave ce qu'ils vont faire. Je crois qu'ils ont ravagé la maison d'un propriétaire de manufacture et ils bloquaient l'accès aux manufactures. Mais les États détestent ça. C'est-à-dire que c'est ce qui va se passer avec les Gilets jaunes. Les États ont extrêmement peur des rébellions populaires. Hein, quand ça vient vraiment du peuple. Parce qu'en fait, les tisserands, ils n'étaient pas en train de faire la révolution. Tout ce qu'ils défendaient, c'était leur outil de survie. C'est la même histoire que les Gilets jaunes, avec tout bêtement, la majorité des Gilets jaunes, ce n'étaient pas des organisations politiques. C'est des mecs qui bossent, qui ont leur métier, leur vie, qui sont marins-pêcheurs, etc., et qui ont besoin d'essence, surtout. Et l'essence est super taxée. Donc, ils vont commencer à se rebeller. Et la répression de l'État, alors toute proportion gardée, mais quand même, est extrêmement violente. Les luddites vont se faire exploser la gueule. Le seul qui prendra la défense des luddites, c'est Lord Byron. Je ne vais pas faire toute l'histoire parce que c'est intéressant que ce soit Lord Byron qui prend la défense des luddites. Après les luddites, on va avoir une succession de disruptions que vous connaissez bien, hein, toute l'histoire les raconte, qui est la vapeur, l'arrivée de la machine à vapeur, le prolétariat, les grandes révolutions prolétaires, la révolution de 17, hein, tout ça se produit à vitesse accélérée. Et là, nous sommes en train de vivre, nous artistes, une série, moi je l'ai vécu toute ma vie, ces disruptions se passaient sur, vous avez vu, 5 siècles, quelques siècles, et ainsi de suite. Et elles suivent la loi de Moore, elles vont en s'accélérant. C'est-à-dire, dans ma vie, là, j'ai vécu à peu près une dizaine de disruptions qui vont en s'accélérant. Ça a commencé par la vidéo. La vidéo a fait une disruption par rapport aux gens du cinéma. J'ai commencé à faire de l'art vidéo qui est là. Et en fait, j'ai eu accès à la vidéo. Je me rappelle, à ce moment-là, en 84, les gens du cinéma, pas les grands réalisateurs, ils s'en foutaient, mais tout le petit personnel du cinéma, par exemple les cadreurs, les gens qui bossaient pour faire les actualités, ça se faisait en 16 mm, étaient furieux. C'était la haine totale de l'arrivée des premiers magnétoscopes et des caméras portables. Et ils avaient très peur. Les gens du dessin animé à l'époque, quand Photoshop est arrivé, les micro-ordinateurs, j'ai vu des conférences où il y avait des gens, des dessinateurs de dessins animés dans la salle qui hurlaient. Ils hurlaient parce qu'ils disaient nous sommes foutus. C'est-à-dire avec ces outils informatiques, nos métiers vont disparaître. Et ils avaient raison. Et ensuite, alors, donc, je vous dis, il y a eu la vidéo, il y a eu Photoshop, Illustrator, etc. Donc moi, j'ai passé mon temps à m'adapter, à surfer sur la vague. Il n'y a pas très longtemps, et alors là, c'est rapide. C'est de plus en plus rapide, c'est les monnaies virtuelles, Bitcoin, les NFT. Les NFT, je ne vais pas m'attarder, mais lorsque, comment il s'appelle, j'ai halluciné, quoi, quand Beeple vend 60 millions de dollars. Il faut le savoir, le mec qui vend une NFT 60 millions de dollars via Christie's, Christie's c'est le sommet de la spéculation capitaliste de l'art, vend un NFT 60 millions de dollars d'un mec que je suis depuis des années parce qu'il utilise le même logiciel que moi et il fait de la science-fiction. C'est-à-dire c'est Beeple à l'origine, c'est un dessinateur, illustrateur de science-fiction qui fait des belles images de science-fiction avec le même logiciel que moi. Cette disruption, elle est monstrueuse. C'est-à-dire que tout d'un coup, un milieu qui déteste la science-fiction, le milieu des arts plastiques n'aime pas du tout la figuration réaliste hein, de la science-fiction, etc. Et ce milieu se retrouve hacké, disrupté par un illustrateur de science-fiction qui vend 60 millions de dollars et pas n'importe où, à Christie's. C'est-à-dire qu'il vend plus cher que des artistes d'art conceptuel traditionnels.
Hein. Donc ça, cette disruption, elle a été mais, particulièrement spectaculaire. Là-dessus, je rajoute les NFT. Et là, je ne m'y attendais pas moi-même, je ne m'attendais pas à ce qui vient d'arriver. Mais là, on est en train de vivre l'avènement, justement, des IA. Alors, des IA, des AGI. Donc, AGI, Artificial General Intelligence. Donc, tout ça pour vous amener à ce moment qu'on est en train de vivre et qui fait flipper beaucoup de gens. Pourquoi? Eh bien, parce que la peur qui règne, c'est cette peur que je vous ai déjà expliquée, c'est l'avènement de cette intelligence artificielle capable de surpasser l'humain en termes de traitement de l'information. Et il y a un danger que je pense objectif, c'est-à-dire que ça ne va pas être lorsqu'elle va y arriver, lorsque l'AGI va arriver, ça va être le bordel. Pour l'instant, personne ne sait ce qui va se passer. Mais la spéculation de Kurzweil, qui est inspiré d'un auteur de science-fiction qui s'appelle Werner Vinge, et que Von Neumann avait déjà spéculé à l'époque de l'invention de la bombe atomique aux États-Unis, c'est que cette accélération de l'histoire, donc là, nous sommes là. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu moi, avec l'art vidéo et tous ces trucs-là, Photoshop, c'était là, hein, dans la courbe. Et là, on arrive là. Et là, dans moins de 20 ans, les intelligences artificielles, alors il y a tout converge vers un seul point. Je vous montre aussi. Tout converge vers un seul point. Ça, c'est la spéculation de Kurzweil, qui a été extrêmement controversée. Hein. Sauf que là, tout le monde flippe parce que sa spéculation commence à se concrétiser. Kurzweil dit dans Humanité 2.0, la génétique va accélérer grâce à l'informatique, l'accélération de l'informatique, les découvertes en génétique vont s'accélérer et on va arriver à un moment, donc là, on va pouvoir arrêter l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort programmée des cellules. Hein, c'est-à-dire si nous ne vivons pas longtemps, en fait 150 ans est le très très grand maximum absolu pour un humain de survie. Parce que nos cellules sont programmées de toute façon pour ne pas dépasser cette date-là. Et ça, c'est l'enjeu principal. Alors, évidemment, tout n'est pas résolu. C'est-à-dire, ça serait un peu dommage de devenir avoir une extrême longévité, mais Alzheimer. Tu ne peux même pas te rappeler que tu es immortel. C'est un peu embêtant. Mais il y a des chances qu'on y arrive dans les, je dirais presque dans les mois qui viennent, ou en tout cas dans les années qui viennent. La nanotechnologie, c'est-à-dire les technologies qui permettent de fabriquer des nano-organismes ou des nanorobots, va aller en accélérant et on va s'injecter des nanotechnologies dans le corps pour aider le corps à survivre. On est en train de le faire. C'est plus du tout une spéculation, ça existe. Et surtout, alors je vous les donne parce qu'elles sont très importantes dans le contexte actuel. C'est, les voici, nos petits camarades. Les intelligences artificielles vont arriver, à un niveau de traitement d'information qui dépasse nos capacités à nous, qui dépasse les humains. Là, je vous rassure, on en est très loin. Elles sont très cons, les intelligences artificielles, encore pour l'instant. C'est des automates. Il faut plutôt les penser comme des automates. Mais c'est le deuxième postulat qu'on oublie en général dans tous ces débats-là, c'est qu'elles vont être capables de se reproduire elles-mêmes en plus perfectionné. Parce que le système de reproduction des machines, comme dit McLuhan, c'est l'humanité. C'est-à-dire, sans les humains, les machines ne se reproduisent pas. L'organe sexuel des robots, c'est nous. Sauf que le jour où elles peuvent commencer à se passer de nous pour commencer à se reproduire, et à se reproduire en beaucoup plus complexe, nous on dégage, on dégage complètement du scénario. Donc le moment qui fait peur, c'est ce moment vers lequel on se dirige, où tu auras des intelligences artificielles qui contrôlent les chaînes de fabrication d'intelligence artificielle, qui vont être capables, par feedback, de s'améliorer elles-mêmes, d'améliorer la chaîne de fabrication. Et c'est ce que dit Kurzweil, à partir du moment où on arrive à ce point-là, il va se produire un truc. Et on ne peut pas imaginer le futur. C'est-à-dire à partir de ce moment-là qu'il appelle la singularité, parce qu'il dit, alors il va très loin dans sa spéculation, elle est pas mal, moi je l'aime bien en termes de science-fiction, ça n'est jamais arrivé dans l'univers, parce que il n'y a pas eu d'autres, il dit, il n'y a pas eu d'autres singularités dans l'univers, parce que si c'était arrivé, on le saurait. Donc la singularité ne peut arriver que sur cette Terre, dans les 20 ans qui viennent, les IA, les AGI vont commencer à se reproduire par elles-mêmes, et là, ça va partir en live total. Et la conclusion de Kurzweil, c'est de dire, et on ne peut pas imaginer, on ne peut pas spéculer ce qui va se passer à ce moment-là. C'est impossible. On n'a pas la capacité mentale d'extrapoler.
ce qui va se produire. Et la date, c'est entre 2020 et 2050. 2030-2050. Hein, c'est là, on y est. Donc, ça, c'est très important ce que je viens de vous raconter, parce que ces spéculations-là appartenaient, je dirais, aux amateurs de science-fiction comme moi, ou au milieu des scientifiques. Et alors, là, tout le monde est très controversé là-dessus. Hein. Il y a des gens qui y croient dur comme du fer. Hein. À l'arrivée des AGI, je le sais parce qu'avec Linda, on a participé à des conventions, on connaît des gens, des jeunes générations qui sont complètement habitées par cette idée-là. Je peux les comprendre, hein. C'est l'équivalent des... Je dirais c'est l'équivalent des hippies techno qu'ont fait la Silicon Valley. Donc les jeunes générations actuellement comment je dirais, d'HPI, hein, de potentiel intellectuel nantis, qui ont les moyens de faire de la spéculation, qui ont les moyens de spéculer sur les monnaies et de travailler sur le sujet, sont barrés actuellement dans un trip qui rejoint celui d'Elon Musk. C'est que le danger, c'est l'apparition de l'AGI négative, hein, d'une AGI prédatrice. Donc il faut se battre et il faut forcer le truc pour empêcher l'AGI qui va naître là, d'être une AGI prédatrice. Sachant qu'on est encore dans le mythe, c'est-à-dire souvent on parle de l'AGI, c'est-à-dire on est encore dans le Dieu, dans le même de cette divinité surpuissante, etc. Donc moi je suis très sceptique parce que nous sommes dans la mythologie mimétique, où tout ça n'est que la continuité d'un processus mimétique qui a été commencé il y a extrêmement longtemps, et pour l'instant, on le sait par la pratique d'ailleurs, à travers nos images, elles sont très cons. Les intelligences artificielles, c'est comme les automates. Moi personnellement, je pense qu'on est dans la même situation qu'au XVIIIe siècle, où des gens comme Lavoisier et d'autres fantasmaient, ou Pascal, non pas Pascal, Descartes, fantasmaient recréer un humain à partir de l'horlogerie. Hein, c'est-à-dire que les réseaux neuronématiques, en fait, sont des caricatures de neurones. Les neurones sont beaucoup plus complexes que les plus forts, les plus puissants de nos réseaux neuromimétiques. Donc on est comme au XVIIIe siècle, à s'émerveiller devant des automates qui, parce qu'au XVIIIe siècle, reproduisaient le mouvement. C'est Philippe Breton qui explique ça. La vie, c'était le mouvement. On pouvait extrapoler, ah mais on va bientôt avoir des automates intelligents, etc. On est en train de faire la même projection, je pense, actuellement. Mais par contre, ce qui est très concret, c'est les disruptions technologiques et sociales que c'est en train de provoquer dans notre société. Voilà. Donc là, je vous ai fait l'élément central. Je reviens maintenant sur Philippe Boinard, puisque j'étais parti de lui. Ce qui caractérise Philippe et son travail, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va lui-même nourrir l'intelligence artificielle avec ses propres data. C'est-à-dire que c'est la partie de l'expertise qu'on va demander de plus en plus. C'est-à-dire si vous étiez étudiant dans une école d'art, je dirais que c'est là qu'il va falloir que vous vous formiez. Hein, c'est-à-dire à apprendre à nourrir l'intelligence artificielle, non pas avec les bases de données officielles. Alors vous les gardez parce que vous en avez besoin, elles sont nécessaires à l'intelligence pour faire des choses à peu près pas trop cons, mais de pouvoir l'orienter avec vos propres bases de données. Et donc Philippe Boinard, depuis des années, fait ça. Et donc ça, c'est des images où il a nourri lui-même l'intelligence artificielle pour générer ce type d'image. Et puis je termine sur... je termine pas d'ailleurs, donc Linda pourra vous en parler, mais Linda donc, a participé dans la communauté à la... Callum Glass. C'est le pseudonyme de Linda. Quand Olivier Aubert a commencé Olivier Aubert a fait vraiment un travail d'investigation, il a voulu savoir si c'était que lui qui posait le problème de génération de trucs, donc il nous a envoyé les prompts en disant si vous tapez ce prompt-là, il se passe quoi. Moi j'en ai fait 2, et ça a fait la même chose, et Linda, du coup, ça l'a emballé, et elle en a fait plein, donc elle a fait tout un tas de créations dans cette organisation. Pas du tout ce qu'a fait Olivier Aubert, sauf la texture un peu des corps. C'est ça, il y a quand même une différence. Il y a une différence, oui, parce que tu peux aller un petit peu plus loin. Tu peux faire des recherches, et tu peux, voilà, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est d'aller un petit peu plus loin. Il y a 4 propositions après un prompt. Mais tu peux réinterpréter chaque image, tu peux la garder si tu estimes qu'elle est bien, mais la plupart du temps, moi, j'ai envie d'aller voir plus loin pour que ça devienne un petit peu plus intéressant et voir jusqu'où la machine peut aller, enfin, jusqu'où l'intelligence artificielle peut aller, et ensuite, ensuite trouver celle qui me dit quelque chose, celle qui me parle et qui a quelque chose d'intéressant à dire. J'ai pas réagi assez vite pour te filer le micro.
c'est pas grave. Et c'est donc la première exposition en France de Linda. Elle a déjà exposé au Maroc, mais donc c'est sa première exposition ici à Paris. Et alors je termine, je vais essayer de vous le faire bref parce que ça commence à être tard. Donc là, après, c'est mes images. Et alors là, moi, exprès, provocateur, vous avez vu, j'ai pas mis les cadres droits, parce que tout était droit, alors j'ai mis mes cadres de travers. Et puis, j'ai décidé de ne pas exposer d'images calculées par intelligence artificielle. Donc tout ça, c'est de l'analogique ou du quasi-analogique. Ces images-là, augmentées, alors vous remarquerez, je vous indique, parce qu'on ne remarque pas, elle a 6 mois. C'est-à-dire qu'un des problèmes des intelligences artificielles, c'est qu'elles ne savent pas compter les doigts. Oui, du coup, tu as une image en intelligence artificielle quand même. Hein? Tu as une image en artificielle. J'en ai qu'une. J'ai comment il s'appelle? Velasquez. Velasquez qui est en intelligence artificielle. Mais là, le doigt fait fuck, hein, et elle a 6 doigts pour pasticher les intelligences artificielles. Et après, elle va faire plusieurs gestes. Je ne vais pas vous les raconter, je le raconterai après ensemble, mais c'est un clin d'œil à Ted Nelson. Ted Nelson est le mec qui a inventé le mot hypertexte, qui est un mec adorable, que j'ai eu la chance de rencontrer. Et il a sorti un bouquin où il s'est inspiré des Black Panthers, et il sort son bouquin avec un point levé façon Black Panther, donc pas façon communiste italien antifasciste, mais plus tard le dessin très graphique des Black Panthers, sur une disquette. Pourquoi? Parce qu'il est persuadé que l'informatique va nous libérer, nous émanciper, de la même façon, dans un sens révolutionnaire. Et donc, il veut que tout le monde fasse de l'informatique pour que nous soyons libérés, pour enfin on change la société. Du coup, j'ai un peu pastiché, parce que après, je transforme le point en un point de machine, de robot, qui fait fuck, parce que ça ne s'est pas vraiment passé comme les babas techno de l'époque l'espéraient. Et puis, les autres images, c'est tout monté. Ça, c'est 1984. Et en fait, je vous le raconte, alors vous me dites si vous en avez marre, pareil, hein, si vous voulez que j'arrête, j'arrête. Mais je vous raconte, donc première disruption, je découvre la vidéo aux Arts Déco. Je m'inscris à l'atelier des Arts Déco en 79. Je m'inscris à un atelier de dessin animé. Et en fait, je m'étais inscrit à un atelier d'art vidéo parce que le directeur de l'école, influencé par son fils, a investi 1 million de francs, ça c'était des trucs impensables, 1 million de francs pour créer un atelier d'art vidéo aux Arts Déco. Et là, les profs me disent, tu fais ce que tu veux avec. Et donc la première semaine que je me retrouve dans l'atelier d'art vidéo, on me montre la caméra. Imaginez, il n'y a pas de VHS à l'époque. Donc on me dit, toi tu es étudiant, tu as accès à une caméra qui vaut, elle valait 40 000 francs à l'époque. Oui, c'est ça, 40 000 francs. C'est une fortune quoi, pour un étudiant qui court après le pied calque, c'est impensable. Et alors, avec un magnétoscope qui vaut le même prix, qui est accroché avec un câble. Et là, le vendredi, je me dis, je vais prendre la caméra pour faire des trucs à la maison. Je prends la caméra, le magnétoscope, je descends les escaliers, et là, tout le temps, je me dis, il y a quelqu'un qui va m'empêcher de sortir de l'école avec ce matos. C'était impensable pour moi qu'on file à un étudiant autant de matériel. Et je passe la porte du concierge, personne ne me demande de rien, mais je n'ose pas revenir dans l'école, que quelqu'un m'intercepte à ce moment-là. Et je rentre dans ma 4L, je pose ma thèse dans la 4L, et donc c'est la question que je pose à chaque fois, à votre avis, un jeune mec de 21, 22 ans, il a l'outil le plus puissant de la planète dans les mains, c'est la télévision. Qu'est-ce qu'il va filmer avec, qu'est-ce qu'il peut bien filmer avec sa caméra, à votre avis? Sa copine. Sa copine. Exactement. Le truc le plus important à filmer, c'est ma copine. Donc j'appelle ma copine et je lui dis, alors j'étais déjà bien branché BDSM à l'époque, je lui dis, écoute, j'ai une caméra, on va faire un film de BDSM. Et on arrive à la maison, je prends mon sommier, j'enlève le truc, je fais un décor, je lève le sommier en métal, je l'attache sur le sommier en métal, je prends la caméra et je voulais la fouetter. Et là, je réalise que j'avais peur, je n'ai pas remonté, je n'ai pas pris le pied de la caméra, c'est comme un gros machin, donc il faut un gros pied. Et là, je ne peux pas à la fois tenir la caméra et fouetter ma copine. Et à ce moment-là, le téléphone sonne, et une autre copine de Lorient m'appelle, elle me dit « Ah Yann, je suis de passage à Paris, est-ce que je peux passer te voir ce soir? Je suis à Montparnasse. » Et là, je dis, ah, c'est génial, bah écoute, tu tombes bien, j'ai besoin de quelqu'un pour fouetter, donc elle se connaissait, pour fouetter machin. Et là, elle me dit, oh, non, mais arrête tes conneries, c'est pas du tout mon truc, ça, pas question. Je dis, oui, mais c'est pour un film. Ah, bah si c'est pour un film, d'accord. Vous voyez le truc, hein, c'est-à-dire tout d'un coup, j'ai compris. Et du coup, l'appareil, la caméra, devient un outil de cybersexualité. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui me permet de vivre, de mettre en scène
des scènes imaginaires en réalité, hein, parce que là j'étais en plein fantasme lesbien, machin, archi classique, et du coup, grâce au dispositif, je peux simuler, en tout cas, vivre, c'est un métavers, vivre pendant le temps du tournage un moment qui appartient au fantasme. Alors pour la petite histoire qu'on je vous raconte, on n'a quand même pas violé Fred, c'est-à-dire qu'à la fin, mon autre ami, mon ami, a sauté sur Fred, donc, et Fred a dit non, il n'en est pas question, je ne fais ça que pour la caméra. Hein, on est resté dans un processus qui était à l'équilibre fantasmatique. Et donc j'en ai fait des films quand même, mine de rien j'avais des rushs, des heures, c'était rigolo ça aussi, hein, c'est-à-dire que ça a été assez impressionnant parce que du coup j'ai commencé à tourner, et là la scène a commencé à se passer devant moi, et à un moment tout d'un coup j'ai entendu choc, et la cassette est sortie du magnétoscope. C'est-à-dire que sans m'en rendre compte, c'était 20 minutes. Il y a 20 minutes qu'on tournait comme ça. Donc j'avais plein de rushs comme ça. J'en ai fait un film d'art vidéo qui a été présenté au Festival de Bourges en 84, qui a été aussi diffusé par le ministère des Relations Extérieures. C'est Stockshot où il y a aussi des extraits des mêmes scènes. Et que vous pourrez voir donc, les extraits avec une caméra. Et le dernier point, c'est celui-là, l'avant-dernier. Bon, les menus, vous le regarderez, c'est en image. Là, c'est une image numérique. C'est l'ordinateur qui calcule, qui fait un calcul sur VS15. Et là, tout cela, c'est Second Life. C'est-à-dire, on va y avoir 2007. Donc là, je passe de 1984, Verger, pareil, j'ai la même accélération de la loi de Moore. Donc 1984, 2007, Second Life. Second Life, c'est le plus puissant outil de cybersexualité de la planète, ce que peu de gens savent. Hein, c'est-à-dire que j'ai une amie qui me dit un jour, qui bosse dans les jeux vidéo, qui me dit Yann, il faut absolument que tu ailles sur Second Life. Je vais sur Second Life et ça m'énerve. C'est moche, ça coûte des sous, il faut payer partout et ça lag. Et le lendemain, et je l'engueule, je lui dis mais c'est nul ton truc. Le lendemain, une autre copine m'appelle, pareil, c'est marrant, c'est l'histoire du téléphone, la continuité scénaristique. M'appelle et me dit est-ce que tu as visité les donjons Sadomaso sur Second Life? Je lui dis quoi les donjons Sadomaso? Alors à l'époque pour moi c'était pas pensable. Et elle dit connecte-toi, je vais te faire visiter. Alors déjà le concept est puissant, connecte-toi, je vais te faire visiter. Et là je découpe dans Second Life, la majorité des utilisateurs ont des skybox, c'est-à-dire des maisons qui sont à 1000 mètres d'altitude, donc que tu ne vois pas quand tu débarques, qui sont truffées de dispositifs informatiques pour pratiquer du cybersexe. Dans tous les sens possibles et imaginables, avec des extrêmes. On peut manger les avatars, on peut les découper à la scie, on peut les mettre dans des broyeurs. Là, c'est nos limites totales. Et d'ailleurs, Mathieu connaît bien le sujet, hein, puisque j'ai appelé tous les potes en leur disant il y a un truc, là, il faudrait que vous veniez voir, ça s'appelle Second Life. Et c'est la lutte totale. Donc on a eu une communauté aussi on a passé pas mal de temps à explorer les limites de Second Life, pas seulement les limites évidemment cybersexuelles. Et là, vous allez avoir un certain nombre de scènes, dont une, et je terminerai là-dessus, dont une qui est celle du bas où vous avez mon avatar masculin, parce que les autres c'est mon avatar féminin, mon avatar masculin est chevauché par quelqu'un que je ne sais pas qui c'est, hein, qui était quelque part, une autre personne. Et en fait, je m'étais équipé avec ça. Alors je vous montre, c'est un télédildo, le terme c'est télédildonique. C'est un des premiers vibromasseurs asservis USB. Hein, c'est-à-dire que ça vaut 30 $. 2007, on a déjà eu avant, mais ils n'ont pas vraiment marché, surtout 30 $, ça ne vaut rien. Les autres dispositifs de cela valaient 110 €, donc j'en avais acheté 5. Et l'opérateur, c'est-à-dire la personne avec qui vous avez des relations, c'est interfacé avec les avatars, vous envoie des stimuli. Donc si vous regardez en image augmentée la scène, l'avant-dernière là-haut, vous voyez des trucs rouges qui montent. Et les trucs rouges qui montent, c'est les stimulations qui sont en train de m'arriver, envoyées par la personne à l'autre bout de la planète, dont je ne sais pas qui c'est, avec qui j'étais en train de baiser en virtuel à ce moment-là. C'est pas rien, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le fait de faire rentrer le corps par la stimulation physique dans la boucle de commande a la même efficacité que le casque de réalité virtuelle. Le casque de réalité virtuelle synchronise le système vestibulaire avec la vision, ce qui fait que l'utilisateur d'un casque virtuel sait de façon consciente que ce qu'il vit, c'est une fiction, c'est une simulation. Par contre, le subconscient le perçoit comme vrai. Hein, et c'est pour ça que les gens ont le vertige quand ils marchent dans le vide en réalité virtuelle. Le fait que le corps participe à la relation fait que, c'est pour ça que ça marche de façon incroyable, c'est que pour votre conscience, vous savez que vous êtes
dans Second Life, avec des avatars, etc. Mais alors le subconscient, lui, il va à 200%. C'est comme le casque virtuel, pour lui, ce qui se passe, c'est la réalité. Et c'est vachement bien, surtout. C'est très rigolo. Donc voilà l'anecdote, et puis voilà, je termine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.